L'essentiel de l'info maintenant, puisque Nivine Potros nous a rejoint évidemment, c'est à la une de votre journal Nivine, ce sommet en Alaska tout à l'heure. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Donald Trump s'exprime à quelques heures de sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska. Le président américain a réaffirmé qu'un accord était possible. Je pense que la Russie va négocier, a déclaré Donald Trump aux journalistes présents à bord d'Air Force One. Écoutez. Je pense qu'il tente de négocier. Il essaie de préparer le terrain. Je veux dire, dans son esprit, cela l'aide à obtenir un meilleur accord. En réalité, ça lui nuit. Mais dans son esprit, cela l'aide à obtenir un meilleur accord s'ils peuvent continuer à tuer. Peut-être que ça fait partie du monde. Peut-être que c'est simplement sa nature, ses gènes, sa génétique. Mais il pense que ça lui donne de la force dans les négociations. Moi, je pense que ça lui cause du tort, mais j'en parlerai avec lui plus tard. On va prendre tout de suite la direction du terrain, retrouver Hélène Bonnet et Morgan Pope à Anchorage, où se tiendra dans quelques heures maintenant cette fameuse rencontre entre les deux présidents. On vient de l'entendre, Donald Trump est très confiant sur l'issue des négociations avec son homologue russe. Voilà pour l'essentiel de l'information à 18h sur LCI. Restez avec nous. Dans quelques secondes débute l'édition spéciale consacrée à ce sommet autour de Marie-Aline Mélier et ses invités pour 24 heures. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce 24 heures inédit. Ce soir, l'histoire s'écrit sous nos yeux. Les heures qui viennent vont faire basculer la guerre en Ukraine et peut-être remettre en cause les rapports de force dans le monde. Trump-Poutine face à face pour un sommet historique. Au sommaire, les 5 questions pour comprendre les enjeux d'une telle rencontre. 2 stratèges confrontés l'un à l'autre sans conseiller. L'avenir de l'Ukraine est désormais entre leurs mains en Alaska. À bord d'Air Force One, Trump défie déjà Poutine. Le président américain assure que son homologue russe ne fera pas le malin avec lui, mais le chef du Kremlin, fort de la progression fulgurante de son armée dans le Donbass, estime lui être en position de force. Que se passe-t-il dans la tête de Vladimir Poutine? Y a-t-il un agenda caché? Nous posons la question à un homme qui l'a bien connu et qui est capable de cerner ses différentes personnalités. Vladimir Fedorovski, écrivain russe, diplomate à l'époque de Gorbatchev. Une peur pèse sur ce sommet, la répétition des erreurs de Munich. En 1938, les Européens avaient sacrifié la Tchécoslovaquie à Hitler pour éviter une guerre qui aura finalement bien lieu. Trump va-t-il abandonner l'Ukraine pour obtenir à tout prix un cessez-le-feu? Question à Jean de Glignasti, ex-ambassadeur de France en Russie. 19h30, les cartes blanches. Ce soir, Jean-Dominique Merchet, Aline Lebaille-Crémer et Vincent Crouzet. Voilà pour le programme. C'est parti pour un 24 heures consacré à un face-à-face historique. L'image du jour en a sidéré plus d'un. L'arrivée de Sergueï Lavrov au sommet Trump-Poutine tout à l'heure. Regardez, le chef de la diplomatie russe est apparu devant les caméras avec un pull floqué CCCP. C'est l'acronyme en cyrillique pour URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques dont l'Ukraine a fait partie. Vous le savez, l'Union soviétique, disparue en 1991, a laissé place à la Fédération de Russie. Elle comprenait plusieurs pays de l'Est qui ont pris un à un leur indépendance. Parmi eux, l'Ukraine a été l'un des premiers à quitter le giron russe. Une erreur, selon Vladimir Poutine. À son arrivée en Alaska, Sergueï Lavrov a indiqué qu'il ne faisait aucune supposition sur l'issue du sommet. Nous savons que nous avons nos arguments et notre position est claire et sans ambiguïté. Nous la présenterons.
Son pull est-il une première indication sur la tournure que va prendre cette confrontation entre Trump et Poutine? C'est ce que nous verrons. Mais est-ce qu'il faut y voir un signe de provocation? Eh bien, écoutez, ce sera l'objet de ma carte blanche tout à l'heure. Donc, j'invite tout le monde à nous suivre pendant les 2 heures qui viennent et ils auront la réponse dans, allez, 1h30. 1h30. Non, mais je pense que, alors, non seulement c'est on va attendre ça avec impatience, Jean Do. Non, mais non seulement c'est une provocation, mais c'est surtout une marque de. Ne vole pas ma carte blanche. C'est une marque de complicité avec Poutine parce que ça le fait rire. Lavrov est malheureusement, c'est le visage d'un régime abject, mais cette espèce de droupie de la toundra, vous savez, la tête de droupie, toujours Lavrov, il fait rire son président. Voilà, ça le fait marrer. Je pense que c'est un coup qu'ils ont monté tous les deux. Il l'a prévenu. Je vais descendre à Anchorage avec le t-shirt CCCP. Voilà, il l'a fait. Ils ont peut-être d'ailleurs parié ensemble qu'il le ferait ou qu'il ne le ferait pas. Je pense que ça s'arrête là. Qu'en pense la fondatrice du collectif Stand with Ukraine? Moi, je pense que ça s'arrête pas là du tout. Il y a une part de provocation évidente. Et dans ce message, il est à triple détente. Il est adressé aux États-Unis, il est adressé à l'Ukraine, il est adressé aux Européens. C'est écrit dessus, le projet. C'est-à-dire qu'on sait aussi à quel point, parce que ça a été dit par Vladimir Poutine lui-même, à quel point la chute, l'éclatement de l'Union soviétique avait été la pire catastrophe du XXe siècle. Et il y a aussi une provocation psychologique, une violence absolue à l'endroit donc de l'Ukraine qui donc appartient à la Russie. C'est ça qu'on nous dit quand on parle du RSS, accessoirement, si je peux me permettre. Et au-delà de l'Ukraine, il y a aussi, c'est un message adressé aux Polonais, aux Tchèques, à tous ceux qui ont eu à vivre dans cet enfer qu'était l'Union soviétique. Et c'est cette violence-là aussi qui est rappelée à ces peuples-là, c'est-à-dire de quoi est le nom l'Union, ces sigles, ce t-shirt floqué, c'est le nom de l'enfer, c'est le nom des déportations, c'est le nom des famines, c'est le nom du manque de liberté, c'est le nom de la soumission. Donc il y a une violence là-dedans adressée à l'Ukraine, mais également à une partie de l'Europe centrale. Donc c'est une provocation absolument perverse, délibérée et qui a pu les faire rire, mais je crois que, et je le sais, ça n'a pas fait rire tout le monde. Cependant, d'un point de vue russe, c'est la nostalgie d'une grande puissance, qu'était l'URSS. C'est adressé aussi également aux Russes, parce qu'encore une fois, le projet politique de ce régime est très clair. Ils le disent, ils l'écrivent, à moult reprises. Le projet, c'est la reconstitution d'une façon ou d'une autre de l'Union soviétique. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour ce 24 heures consacré à la rencontre historique entre Trump et Poutine, Jean-Dominique Merchet. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste spécialiste des questions militaires et stratégiques. Vincent Crouzet, bonsoir. Expert en renseignement. Votre dernier livre, Comment vivre dans un monde en guerre, aux éditions La Martinière Jeunesse. Colonel Jean-Luc Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Ancien colonel de l'armée de l'air. Et Aline Lebaille-Crémer, bonsoir, cofondatrice du collectif Stand with Ukraine et journaliste. Merci d'être avec nous pour ce 24 heures à l'heure d'une rencontre historique. À bord d'Air Force One, sachez que Trump a déjà défié Poutine. Le président américain assure que son homologue russe ne fera pas, je cite, le malin avec lui. Mais le chef du Kremlin, fort d'une progression fulgurante de son armée dans le Donbass, estime lui être en position de force, à tort ou à raison, c'est ce que nous verrons. Mais d'abord, les 5 questions pour comprendre les enjeux d'une telle rencontre. 2 stratèges confrontés l'un à l'autre, sans conseiller. L'avenir de l'Ukraine est désormais entre leurs mains en Alaska. Qu'est-ce qui se joue précisément à l'heure où nous parlons? Réponse avec les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. 5 questions sur la rencontre avec vous. D'abord, pourquoi l'Alaska? Officiellement pour des raisons géographiques, on est à mi-chemin entre les 2 capitales, à 5000 km de Washington, 7000 de Moscou. Mais surtout, il y a une question de sécurité pour Vladimir Poutine. Vous savez que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre lui il y a 2 ans et demi. Le moindre déplacement hors des frontières russes, c'est prendre le risque d'être arrêté. Or, l'Alaska est un État américain
et les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Il lui suffit donc de traverser le détroit de Bering pour arriver sur le sol américain sans encombre. Ce soir, tous les yeux sont rivés sur la base militaire d'Elmendorf-Richardson, où se tiendra la rencontre. L'ampleur de cet événement est telle que l'armée américaine y a déployé ses B-2, vous savez, ces avions les plus performants, reconnaissables à leur forme de faucon. Chacune de leurs apparitions est extrêmement rare. Deuxième question, qui fait partie du voyage ? Eh bien, côté Moscou, Vladimir Poutine s'entoure des fidèles parmi les fidèles. 5 hommes de haut rang, dont 2 considérés comme les meilleurs diplomates du monde. Sergueï Lavrov, l'indéboulonnable ministre des Affaires étrangères, l'un des doyens du Kremlin, celui qui dirige la diplomatie russe depuis au moins 20 ans. Yuri Utchakov, ambassadeur à Washington pendant 10 ans, aujourd'hui conseiller spécial du président. Les 3 autres, des experts de leur domaine, Andrei Belousov, le ministre de la Défense, Anton Silvanov, l'émissaire pour l'économie, et Kirill Dmitriev, un financier à la tête du Fonds souverain russe d'investissement. À noter, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a fait le déplacement. Il n'est pas diplomate, il n'est pas militaire non plus, mais il est l'un des hommes les plus influents du cercle. Côté américain, la garde rapprochée de Donald Trump, des hommes d'affaires, mais pas que. Steve Witkoff, son émissaire personnel, celui qui a rencontré Poutine au début du mois d'août pour le convaincre de rencontrer Donald Trump. C'est un promoteur immobilier et il a toute la confiance du président américain. Le deuxième, Pete Hegseth, l'équivalent du ministre de la Défense, un ancien présentateur de télévision. Scott Bessent, l'équivalent du ministre des Finances. Il a fait toute sa carrière dans le privé. Marco Rubio, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, pour beaucoup l'un des plus aguerris. Ajoutez à cela John Ratcliffe, le patron de la CIA, Caroline Leavitt, la porte-parole de Donald Trump, ou encore Suzy Wiles, sa directrice de cabinet. Chacun arrive avec sa garde rapprochée. Troisième question, Lucille, quel est le calendrier ? Eh bien, en ce moment même, Donald Trump est à bord de son US Air Force. Il atterrira d'ici 1 heure ou 1 heure et demie. Poutine, quant à lui, est attendu pour 21h. Donald Trump l'accueillera personnellement sur le tarmac, avec les honneurs, sur un tapis rouge, précise la presse russe. Côté délégation, certains sont déjà en place. On a vu Sergueï Lavrov pour la partie russe, assez décontracté, avec un t-shirt floqué URSS. Ça n'est pas si commun. Quant aux discussions, elles ne devraient pas traîner. La rencontre en face-à-face entre Trump et Poutine, ce sera à 21h30. Puis les délégations se rencontreront un peu plus tard. Clôture du sommet, enfin, avec un dîner commun avec les Russes et les Américains. Trump et Poutine rentreront chez eux juste après. Quatrième question, dans quel état d'esprit Trump et Poutine abordent-ils ce sommet ? Eh bien, dans le camp russe, c'est notamment Dmitri Peskov qui s'exprime, très policé comme à son habitude. Écoutez-le, suivi de Sergueï Lavrov. Президент Путин всегда повторяет, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами. И президент Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. В данном случае мы видим взаимную политическую волю 2 президентов решать эти вопросы посредством диалога. Это очень хорошо. Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть позиция понятная, четкая. Мы будем ее излагать. Завтра продолжим этот очень полезный разговор. Dans le camp américain, Trump prend la parole directement et il va droit au but. Écoutez-le, c'était à bord de son US Air Force. I think they're trying to negotiate. He's trying to set a stage. I mean, in his mind, that helps him make a better deal. It actually hurts him. You had said earlier this week that Putin would face severe consequences if you get the sense from him that he's not interested. What do you mean by that? Economically severe. Yes, it will be very severe. I'm not doing this for my health, okay? I don't need it. I'd like to focus on our country, but I'm doing this to save a lot of lives. Yeah, very severe. Cinquième et dernière question, et peut-être la plus importante. Comment Trump et Poutine se sont-ils préparés ?
Eh bien, ces dernières heures, Vladimir Poutine n'était pas à son bureau, mais en déplacement tout à l'est de la Russie, en apparence presque une journée comme une autre. Rencontre avec les producteurs d'huile de poisson dans cette usine de Magadan, inspection d'un nouveau centre sportif et passage en revue des équipes de hockey. Fin de la visite au mémorial des héros d'Al-Sib, symbole de la coopération entre l'URSS et les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour Donald Trump, nous avons regardé son agenda public. Il n'a pas quitté Washington depuis plusieurs jours. Hier soir, signature de décret dans le bureau ovale, questions-réponses avec la presse, mais personne n'a abordé à ce moment-là le sommet de ce soir. Merci beaucoup, Lucille de Villers, pour tous ces détails, ces informations à quelques heures maintenant du sommet Trump-Poutine. Je précise qu'il y a eu un appel entre Loukachenko, le président biélorusse allié, voire vassal de Poutine, et Donald Trump, ce qui montre le resserrement des liens, évidemment, entre Moscou et Washington. Quoi qu'il arrive, dans les heures qui viennent, ce sommet s'annonce historique parce qu'il va y avoir une image Donald Trump qui va accueillir Vladimir Poutine à sa descente d'avion. Le symbole est fort. Peut-être avilissant, diraient certains. Oui, alors je comprends que ça puisse choquer un certain nombre d'Ukrainiens déjà, d'Européens également. En même temps, c'était attendu. On savait bien que tôt ou tard, ça allait arriver, qu'il y aurait un sommet entre les deux hommes. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ce sommet se passerait aux États-Unis, sur le territoire américain, et on aurait pu imaginer, on imaginait d'ailleurs plutôt que ça se passerait dans un pays un peu neutre, on va dire. Voilà. Là, il y a quand même, c'est un symbole fort. Vladimir Poutine se rend aux États-Unis. Donc, en Russie, c'est pas forcément pris pour quelque chose de grand, d'un grand succès. C'est lui qui va quand même sur le territoire américain. Il souhaitait ce sommet, hein, clairement, comme Donald Trump. Et évidemment, si l'on veut mettre tout de son côté au départ d'une négociation comme ça, eh bien, on met les formes. Et mettre les formes, ça veut dire qu'on ne fait pas attendre le président qu'on reçoit sur le tarmac en lui disant on va vous appeler un taxi et puis voilà, on déploie le tapis rouge, on fait les choses. Si on veut que ça marche, il faut mettre les formes. C'est un principe de base de la politique. Je comprends que ça puisse choquer. Il est dans une démarche où il veut un accord, donc il ne va pas commencer par faire une impolitesse à la personne qu'il rencontre. Ça semble de la pure logique. Vincent Crouzet, qu'en pensez-vous? Je précise aussi que Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, annonce que le sommet entre Trump et Poutine durera au total 6 à 7 heures. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a deux formats. Il y a un format en face-à-face dans un premier temps entre les deux hommes qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Ensuite, il y a un format qui inclut toute la délégation, c'est-à-dire les 5 ou 6 conseillers ou collaborateurs de chaque chef d'État. Et ensuite, il y a la conférence de presse qui est fixée pour 1h30, donc heure de Paris. Ce qui semble indiquer que beaucoup de choses quand même ont été fixées et sont déjà abordées. Puisqu'on pensait, on avait pour une heure indéterminée concernant la conférence de presse hier, et aujourd'hui on nous donne une heure assez précise. Donc oui, ça va nous amener jusqu'à 5 heures du matin, incluant peut-être les festivités, si j'ose dire, donc le dîner de fin de sommet. Pour revenir sur le choix de l'Alaska, apparemment ce choix aussi était conditionné pour des raisons purement de sécurité. Il y a des rumeurs concernant la sécurité du président Poutine qui sont de plus en plus lourdes depuis une quinzaine de jours, et il ne tenait absolument pas à survoler un autre espace aérien que l'espace aérien russe. Est-ce qu'on est dans une séquence opération séduction des deux côtés? Encore une fois, Trump va l'accueillir à la descente d'avion. Et puis, il y a quelques heures, Vladimir Poutine a décidé de déposer une gerbe de fleurs devant un mémorial en Extrême-Orient, en Russie, à Magadan, devant ce mémorial qui symbolise la coopération de l'URSS à l'époque, la Russie, avec les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Aline Lebay-Kramer.
Oui, de toute façon, depuis plusieurs jours, il déploie toutes les techniques, j'ai envie de dire, du FSB en matière de manipulation. Et parmi ces techniques de manipulation, c'est établir avec l'interlocuteur, lui faire croire, reconstruire ou construire les similitudes, ce qui peut les lier, et d'insister lourdement dessus. Ensuite, on connaît la passion pour ce régime pour investir, l'histoire, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, après un passage à l'usine de cosmétiques et après le hockey sur glace, il va donc se recueillir devant ce mémorial pour insister sur l'alliance possible face aux nazis. Vous noterez le symbole aussi, la référence assez lourde par rapport à la propagande russe vis-à-vis de l'Ukraine. Donc il y a ça aussi qui se joue. Il déploie des trésors de propagande, de techniques de manipulation. Donc si cette réunion en tant que telle est venue de façon opportune, ça on le savait aussi, qu'ils allaient déployer tout ce qu'ils avaient en ressources dans cet ordre-là, c'est de se rappeler quand même, parce que ça a été évacué, que le 8 août était censé éclater les sanctions dévastatrices de la part de Donald Trump de 100%, 200, 250% de tarifs, et on savait qu'ils allaient essayer jusqu'au dernier moment de saboter ce projet, de l'investir comme ils le font dans tous ces cadres de théâtre de dialogue, parce que le fond du fond, en tout cas c'est ce qu'on dit beaucoup en Europe centrale, ils ne veulent pas la paix, ils ne veulent absolument rien de cela. En revanche, ce qu'ils veulent au travers de toutes ces séquences spectaculaires, c'est retarder l'application des sanctions, les lever, et c'est ça qu'ils sont en train d'aller chercher en usant de toutes les techniques possibles dont il faut reconnaître la raquette, l'éventail est assez dense. Oui, un ex-espion du KGB face au businessman, colonel.